Alors, bonjour Badis. Aujourd'hui, c'est la soutenance de projet 6. Je suis Slim Wargit, ton évaluateur. La soutenance ça va se dérouler en 3 étapes. La première étape, tu vas me présenter pendant une vingtaine de minutes. Je te comprends pendant ta présentation. La deuxième étape, je te poserai deux, trois questions pour valider les compétences. Ça va durer 10 minutes. Et la troisième étape, ça va être le débriefing. Je te fais un retour sur ta présentation et tes livrables. Ça va durer à peu près 5 minutes. Ok, ça marche. La première partie et la deuxième partie seront enregistrées. La troisième partie ne sera pas enregistrée. Ok. Est-ce que tu as des questions sur le déroulement de la soutenance? Non, pas tellement. Ok, très bien, c'est à toi. Allez, je t'écoute. Ça marche. Alors, bonjour à tous, je vais vous présenter le projet numéro 6 d'Open Classroom qui s'intitule Classifier automatiquement des biens de consommation. Alors, cette présentation va être séparée en 6 parties. En premier lieu, nous allons introduire et présenter le sujet afin d'avoir le contexte nécessaire pour bien appréhender la problématique posée. En deuxième partie, nous allons faire une extraction de features pour qu'en troisième partie, nous puissions faire ce que nous appelons une étude de faisabilité. Ce qui va nous permettre de répondre oui ou non si on doit faire ce qu'on appelle une classification supervisée. Alors, je vais un petit peu spoiler le film, car apparemment, dans la partie 4, il y a bien la classification supervisée. En cinquième partie, nous allons parler de la data augmentation, qui va permettre d'améliorer les scores de la classification supervisée. Et en sixième partie, nous allons passer un petit moment sur la collecte de données via API. Alors, le contexte est le suivant. Nous avons une entreprise qui s'appelle Place du Marché, qui est une marketplace e-commerce où les vendeurs, en gros, proposent des articles avec des photos aux acheteurs. Et cette entreprise a deux objectifs en tête. La première, c'est d'automatiser la classification d'articles, car ils ne souhaitent plus que les vendeurs ne le fassent par eux-mêmes, car il peut y avoir des erreurs, puis c'est beaucoup plus fastidieux de le faire soi-même que ce soit un ordinateur qui le fasse à notre place. Et le deuxième objectif, c'est d'élargir leur gamme de produits, car ils ont une gamme de produits spécifiques qu'ils souhaiteraient élargir grâce à une API. Les données qui m'ont été présentées sont les suivants. Tout d'abord, un dataset, un CSV avec 1050 images. Donc du coup, cela peut se présenter comme ceci. J'ai pris un exemple, une montre, qui est une de ces 1050 images, avec le CSV à gauche, qui présente un petit peu toutes ses caractéristiques, donc son ID, etc. Et ce que j'ai mis en vert est le plus important. Nous avons par exemple ici le produit catégorie tri, qui va donner la catégorisation du produit. Donc nous avons ici watch, wristwatch, paleo wristwatch, et à la fin nous avons le nom du produit. Et au final, nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci, watch, c'est-à-dire la montre. Nous voulons catégoriser ce produit comme étant une montre. Donc du coup, nous avons deux façons de le faire. Soit on utilise l'image, on extrait les features et à partir de ça, on peut classifier et dire oui, c'est bien une montre ou pas. Soit on peut utiliser la description du produit qui est présent dans le CSV. Donc nous voyons ici, spécification Palio PLO 166, etc., etc. Extraire les features de ce texte et pareil, pouvoir en déduire si c'est une montre ou pas. Donc du coup, nous avons deux possibilités. Nous allons voir laquelle serait la plus préférable. Donc, du coup, les targets sont les suivantes. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons par exemple Watch, mais nous en avons d'autres. Nous en avons 7 au final. Nous avons Baby Care, Kitchen and Dining, Computer, les ordinateurs. Donc, en tout, nous en avons 7. Ce sont nos targets. Et comme nous pouvons le voir, nous en avons 150 pour chaque. Comme nous avons 1050 images, on voit que la distribution des catégories est parfaitement équilibrée. Du coup, c'est parfaitement idéal si on veut entraîner nos modèles et faire des tests là-dessus. Donc, du coup, nous allons passer l'extraction de feature texte au début, puis après, on va passer aux images. J'ai pris un exemple qui illustre bien un petit peu la problématique d'un texte. Il peut arriver des fois qu'il y ait des textes assez longs qui veulent donner une idée toute simple. Je vais donner un exemple ici où j'ai pris une phrase assez marrante qui est assez longue mais qui donne une idée très claire. Je vais la lire en français. C'est « Jim est mon ennemi, mais comme Jim est son propre ennemi, alors l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors Jim est actuellement mon ami, mais parce qu'il est son propre ennemi, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc du coup, Jim est mon ennemi. » Et du coup, cette phrase est intéressante car elle est très longue, mais on peut le voir en vert qu'au final, tout ce qu'il y a à retenir, c'est « Jim is my enemy », c'est que Jim est mon ennemi. C'est la seule idée à garder de ce texte assez long. Et du coup, on va voir si l'extraction de features permet justement de simplifier un peu ces choses-là. Car nous, ce qu'on veut, c'est simplifier un petit peu le problème, car la machine va avoir un petit peu de souci à prendre tout le texte en lui-même.
Et on va voir si on peut se permettre de faire mieux. Donc du coup, nous allons tout d'abord faire ce qu'on appelle la suppression de la ponctuation, des mots de liaison, par exemple is, so, ce genre de petits mots, et mettre en minuscule. C'est pour ça qu'on se retrouve avec le texte en dessous où il y a le cleaning, et donc du coup déjà on se retrouve à 2 lignes, donc c'est déjà mieux. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est ce qu'on appelle de la tokenisation, c'est-à-dire qu'on va séparer nos mots et les mettre dans une liste. Donc, du coup, voilà, nous avons la phrase un peu simpliste ici qui a été transformée en liste. Et après, nous avons deux façons de simplifier encore plus. Soit nous faisons ce que nous appelons du stemming ou de la lématisation. Alors tout d'abord, le stemming, ça marche comme ça. Par exemple, on voit ici que ennemi a été transformé en ennemi avec un i. En gros, il va troncaturer les mots pour justement les regrouper. Car il va y avoir plusieurs mots qui vont être troncaturés de la même manière et donner le même mot à la fin. Et du coup, ça va pouvoir simplifier un peu les choses. Et pareil ici, actually est devenu actual. Pour la lématisation, il n'y a pas tellement de modifications pour ce texte-là, car cette simplification est un peu plus subtile. Mais on peut faire une comparaison quand même. Par exemple, le stemming, on voit que ça troncature les formes, actually, actual, ennemi, ennemi. C'est un processus rapide, mais moins précis, car on voit qu'il produit des mots qui n'ont pas vraiment de sens réel dans la langue. Car ennemi avec un i, ça n'existe pas vraiment. Et cela simplifie un peu, des fois, trop le mot, ça le coupe un petit peu trop fort, de manière trop forte. Et du coup, des fois, on peut perdre le contexte. Des mots qui peuvent être un peu plus subtils, qu'on pourrait se séparer entre eux, le stemming ne va pas considérer cela. Par contre, la dématérialisation, si, car lui, va réduire les mots dans leur forme canonique. J'ai mis un exemple ici, nous avons running qui devient run. C'est un processus plus long, mais voilà, plus précis que le stemming, car il prend en compte le contexte et produit généralement des mots qui existent vraiment dans la langue. Et du coup, c'est pour ça que j'ai préféré la lématisation au stemming. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ça pour le reste du projet. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est la réduction du nombre de mots, car on a beaucoup de mots, on a 59 088 mots dans tout le corpus et à peu près 6155 mots uniques. On peut réduire un petit peu en faisant par exemple une suppression de mots à 1 ou 2 lettres, car on peut se dire que ces mots-là ne vont pas vraiment avoir beaucoup de sens, ils ne vont pas vraiment aider le modèle à pouvoir faire de la catégorisation. Et nous pouvons aussi faire une suppression de mots qui sont trop ou pas assez fréquents dans les lignes en général. Par exemple, si un mot est trop présent dans les lignes, on les voit quasiment dans chaque ligne, ce sont des mots trop fréquents, trop génériques. J'ai mis un exemple ici, par exemple, nous avons product qui est présent dans 63% des lignes, free, buy, cash, price, day, etc. Ce sont des mots très génériques et on comprend bien que ce n'est pas vraiment des mots qui vont nous permettre de dire si le produit dans lequel on a affaire est une montre ou pas. Et inversement aussi, si on a des mots qui ne sont pas assez fréquents dans les lignes, du coup, ce sera des mots qui sont beaucoup trop spécifiques et du coup que le modèle va avoir du mal à généraliser. Du coup, j'ai décidé de supprimer tous les mots qui sont représentés dans moins 0,5% du nombre total de lignes et dans plus de 30% du nombre total de lignes. Et du coup, en faisant ce cleaning, on passe de 54 411 mots à 34 253 mots et le nombre total de mots uniques de 5 973 à 818. Une fois qu'on a fait ça, nous allons passer à l'extraction de features. Nous avons plein de façons de faire. On va partir du plus simple au plus compliqué. Nous allons commencer par un procédé très très simple qui est le bag of words standard, comptage de mots. En gros, on va compter le nombre de mots qu'il y a dans notre document. Par exemple, pour le deuxième document, on voit qu'on a blue 2 fois, body 1 fois pour le premier document, etc., etc. Et du coup, en faisant ça, on se rend compte qu'on est à 1050 lignes, donc 1050 produits, et 818 colonnes, qui sont les, disons, 818 mots qu'on a eu précédemment. Mots uniques. On peut aller un peu plus loin, on peut prendre des procédés un peu plus complexes, on peut utiliser par exemple le TF-IDF. TF-IDF, c'est TF fois IDF, avec TF qui est égal à term frequency, qui est en gros la fréquence d'un mot dans un document. Et l'hypothèse étant que plus un mot apparaît fréquemment dans un document, plus il est considéré comme important. Et IDF, c'est l'inverse, Inverse Document Frequency, où en gros, ça mesure l'importance générale d'un mot dans l'ensemble du corpus. Et l'hypothèse est telle que les mots qui apparaissent dans de nombreux documents sont généralement moins importants pour un document particulier. Il reflète à peu près la même idée que j'ai eue précédemment pour le cleaning du texte. Donc du coup, la logique est la même. Et du coup, on se retrouve avec un tableau comme ça où on voit les valeurs du TF, IDF pour chaque mot et pour chaque ligne.
pouvons aussi utiliser des techniques plus récentes comme le sentence embedding, le word2vec par exemple. En gros, le sentence embedding marche comme ça. On va représenter les mots dans un espace vectoriel continu. Pourquoi on fait ça? Car ça va nous permettre de trouver des relations entre les mots. J'ai mis des exemples ici. Par exemple, nous avons des relations sémantiques entre la reine et le roi, entre la femme et l'homme. Et on peut aussi avoir des relations syntactiques entre le petit et le plus petit, le plus gros et le plus gros. Et du coup, cette méthode va nous permettre de mieux catégoriser nos mots. Et le word2vec marche comme ceci. Il utilise deux méthodes. Tout d'abord, il utilise le schemgram, qui regarde les termes autour d'un mot donné, même s'ils ne sont pas juste à côté. Et le CBOW, qui en gros est un modèle qui devine un mot en regardant les termes qui l'entourent. Et en faisant ça, j'ai utilisé les paramètres classiques du word2vec. On se retrouve à 1050 lignes sans colonne. On peut aller encore plus loin car récemment, on a des modèles de réseaux de neurones sophistiqués qui sont spécialisés là-dessus. Par exemple, nous avons le BERT, qui est le Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Comme son nom l'indique, il est bidirectionnel, contrairement à word2vec, car BERT prend en compte des mots qui précèdent et suivent un mot donné dans une phrase. Du coup, ça le rend sensible au contexte, car lui, BERT, va représenter des mots dans différentes embeddings, mais, même si c'est le même mot, car il peut être dans plusieurs phrases différentes et du coup, va être considéré dans un contexte différent. L'avantage de BERT, c'est qu'il a été entraîné sur des vrais corpus. Du coup, on n'a pas vraiment besoin de procéder à un cleaning textuel. On peut lui donner le texte classique et BERT va pouvoir nous donner tout de suite nos vecteurs. Et du coup, en utilisant BERT, on se retrouve à 1050 lignes, 768 colonnes. Nous pouvons aussi utiliser Use, qui est un autre réseau de neurones, qui est un peu un équivalent à BERT, qui est le Universal Sentence Encoder, qui, celui-là, va utiliser des vecteurs de taille fixe, 512 exactement. Cela permet une comparaison plus facile pour les différents documents. Et son architecture est une architecture LSTM, Long Short Term Memory, qui diffère de l'architecture de BERT, qui est une architecture Transformers. Pareil que pour BERT, elle est entraînée sur des vrais corpus, donc du coup, on n'est pas vraiment besoin, on n'est pas obligé de procéder à un cleaning textuel pour pouvoir entraîner ce réseau de neurones. Du coup, avec cette méthode, on passe de 1050 lignes, 512 colonnes. Maintenant qu'on a extrait les features texte, voilà, on l'a fait de plusieurs manières. On peut faire pareil pour les images. Alors pour les images, c'est un petit peu la même idée. Nous sommes obligés de passer à ce qu'on peut considérer comme un cleaning, c'est-à-dire que nous allons simplifier un peu l'image pour justement que les modèles puissent mieux les appréhender. Nous pouvons par exemple la mettre en noir et blanc. Ça, c'est surtout pour un algorithme qui s'appelle le SIFT. Nous pouvons débruiter l'image, faire une égalisation, c'est-à-dire améliorer le contexte, le contraste d'une image en uniformisant les niveaux de gris. Et on va un peu flouter l'image pour pouvoir réduire les détails qui ne sont pas forcément importants dans une montre. Et du coup, on peut le voir par nous-mêmes. Un être humain, il va très bien comprendre que ici, c'est une montre et ici, c'est aussi une montre. Donc, du coup, la logique est respectée. Donc du coup, comme je l'ai dit précédemment, on met en noir et blanc pour un algorithme qui s'appelle le SIFT. SIFT, c'est quoi? C'est Scale Invariant Feature Transform, qui est en gros une méthode qui va permettre d'extraire des features images. Elle marche comme ceci. Nous avons une image classique, nous allons lui procéder à un flow gaussien. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que le flow gaussien va être de plus en plus fort. Et du coup, nous avons une pyramide d'images en fonction de la force du flow gaussien. Et ce que nous faisons après, c'est que nous prenons deux images consécutives et nous les soustrayons. En général, lorsqu'on fait ça, on obtient une image très noire, surtout si l'image est la même, mais comme la deuxième image est plus floutée, du coup, il va y avoir des petites différences. Et ces petites différences vont être très intéressantes, car justement, ça va être des extrémas locaux. Et en récupérant ces extrémas locaux, nous pouvons récupérer des features. Du coup, on utilise aussi cette méthode sur différentes échelles de l'image. On ne va pas l'utiliser que sur sa taille normale. On peut l'utiliser on peut réduire sa taille et refaire le même procédé. Et du coup, en faisant ça, on a une invariance d'échelle, car on a fait sur plusieurs échelles. Et ce qui est intéressant aussi à cette méthode, c'est qu'une fois qu'on a récupéré nos extrémas locaux, nous pouvons leur attribuer une orientation. Et du coup, cela permet d'avoir une invariance de la rotation. Nous avons un exemple ici, où, par exemple, nous avons la tour Eiffel, qui est reconnue comme étant la tour Eiffel dans l'image 2, même si l'angle n'est pas le même, car les features ont été retrouvées.
Et du coup, j'ai fait ça pour ma montre et on voit qu'on a plein de petits points colorés, surtout sur le cadran. Et en fait, la méthode SIFT, pour cet exemple, a trouvé 2092 features pour mon image. Alors, SIFT a été un procédé qui a été créé en 99, qui a été très largement utilisé, mais aujourd'hui, nous avons des méthodes un peu plus sophistiquées. Et grâce au réseau de neurones, nous pouvons utiliser ce que nous appelons l'architecture CNN, Convolutional Neural Network. En gros, il part sur ce principe. Nous avons une image classique en couleur. Ici, j'ai pris un exemple d'architecture qui s'appelle le VGG16, qui marche sur des images à 224 x 224. Et en gros, ça marche comme ceci. Nous avons 4 couches qui est utilisée dans le CNN. La couche de convolution, donc la couche bleue, qui en gros va détecter les features. Nous avons ensuite la couche de polygone, qui est la couche rouge, qui va réduire la taille de l'image. Ça va augmenter le temps de calcul et ça va aussi empêcher le surapprentissage, car comme l'image est plus petite, le modèle va avoir plus de problèmes à bien généraliser cette image en particulier. Nous avons aussi une couche RELU, qui est une couche qui rend l'architecture non linéaire. Et à la toute fin, nous avons des couches vertes, qui sont des couches fully connected, qui va combiner tous les patterns qui ont été appris par le modèle précédemment pour effectuer une classification finale. Car dès le début, nous avons une image, à la fin, nous avons un vecteur 1 fois 1 fois 1000, donc du coup, 1000 catégorisations possibles. Il va donner la plus grande probabilité de chacune de ces catégories. Donc du coup, comme je l'ai dit précédemment, on utilise le VGG16 comme exemple. C'est ce que j'ai pris moi dans mon code. VGG16, c'est quoi exactement? C'est Visual Geometric Group 16 qui donne le nombre de couches. Ce modèle a été pré-entraîné sur 1,2 million d'images avec le site ImageNet. Et comme je l'ai dit précédemment, il possède 1000 catégories pour sa classification. Et nous, ça ne nous plaît pas trop, car déjà, on n'en a que 7 des catégories, et les images ne seront pas forcément bien appréhendées par le VGG16, car il ne va pas pouvoir deviner à chaque fois toutes les images qu'on a. Donc nous, ce qui nous intéresserait, c'est de modifier légèrement ce réseau de neurones pour justement qu'il puisse s'adapter à notre problème. Donc du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons supprimer les 2 dernières couches pour rester au FC6, celui qui va extraire les 4096 features. Et du coup, c'est ça qui va nous intéresser. Le VGG16 va nous donner 4096 features, et c'est à nous de pouvoir utiliser ces features et de pouvoir procéder à une classification. Alors, avant de répondre si oui ou non on peut faire une classification supervisée, nous devons répondre à la question suivante, est-ce que c'est possible? Pour répondre à ces questions, nous utilisons une méthode qui va résumer ces 4096 features, car c'est un problème à grande dimension, 4096 dimensions. Nous allons essayer de résumer ça dans un espace à 2 dimensions et voir si nous obtenons des clusters en fonction de nos catégories. Pour cela, nous allons utiliser une méthode qui s'appelle le TSNE, T-Stochastic Neighbor Embedding, qui, comme je l'ai dit, va résumer nos centaines de features ou milliers de features en un espace en 2 dimensions. Pour pouvoir trouver les meilleurs hyperparamètres de ce TSNE, nous allons les prendre tels que nous ayons des métriques sur les qualités des clusters qui soient les meilleures possibles. Par exemple, nous avons 2 métriques qui sont l'index de Davis-Bouldin et la silhouette, et nous souhaitons que l'index de Davis-Bouldin tende vers 0 et que la silhouette tende vers 1. Ce que nous allons faire après, une fois qu'on a eu nos clusters naturels, nous allons créer des clusters théoriques avec un algorithme qui s'appelle K-means. Et nous allons comparer ces clusters naturels et ces clusters théoriques et voir s'il y a une ressemblance forte ou pas. Et pour voir s'il y a une ressemblance forte ou pas, nous allons utiliser ce que nous appelons l'ARI. Et plus cette valeur tend vers 1, plus nos clusters naturels tendent vers nos clusters théoriques. Donc, qu'on a fait que les 4096 features sont bien représentées dans notre espace en 2 dimensions. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'optimiser mes hyperparamètres. J'ai pris 360 combinaisons et on arrive à ces combinaisons suivantes. Nous avons par exemple le perplexity, qui est une valeur qui va ajuster la balance entre une structure locale et globale dans notre espace à 2 dimensions. On voit que cette valeur est à 60. Le learning rate, c'est la vitesse d'apprentissage, il est à 10. La métrique, c'est comment on va mesurer nos distances. On a plusieurs façons de le faire. Ici, c'est Manhattan. Et init, c'est comment on initialise le poids avant d'effectuer le TSNE. Et c'est une initialisation PCA. Donc, du coup, en essayant d'optimiser la silhouette et le Davies-Bouldin, on se retrouve avec ces hyperparamètres-là. Et on obtient une silhouette de 0,26 et un Davies-Bouldin de 1,38. On peut faire pareil pour toutes les méthodes. Ici, c'était un exemple pour VGG16.
Et on peut le faire aussi pour BERT et Use, pour les feature text. Ça marche exactement de la même manière. Et en fait, on se rend compte que c'est VGG16 qui gagne sur tous les scores. Il possède la meilleure silhouette, le meilleur Davis Bouldin et le meilleur ARI qui est de 0,51. Donc du coup, ce tableau nous suggère fortement qu'il faut privilégier les features images, car ce sont celles qui nous donnent les meilleurs résultats. Et on peut le voir ici, nous avons un scatter plot, donc un plot de points, et on voit qu'elle s'alterne entre les clusters théoriques et les clusters naturels, et on peut voir qu'il y a quand même des clusters qui se forment, surtout par exemple pour les clusters bleus et jaunes. Donc, on peut voir à l'œil nu que la clusterisation est possible, qu'il y a bien une séparation entre les catégories. Donc du coup, cette image et de l'ARI qui est égal à 0,52 nous suggère fortement que oui, une classification supervisée est envisageable. Et du coup, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Pour une classification supervisée, nous allons utiliser le protocole suivant. Nous allons prendre 70% du dataset que nous allons utiliser comme étant du trait, qui va permettre d'entraîner le modèle. Nous allons prendre, à partir des 30% restants, du coup 15% de la validation, qui va calibrer les valeurs des hyperparamètres. Et nous allons prendre le reste, donc encore 15%, qui va être du test. Celui-ci va vérifier que le modèle est bien robuste avec des nouvelles données. Cette répartition train, validation, test a été stratifiée. Ça veut dire qu'aucune fuite d'informations entre les jeux de données n'a été effectuée, donc c'est toujours bien pour notre classification. Et nous allons tester 3 modèles. Nous allons tester tout d'abord 2 modèles que j'ai créés à la main. Un perceptron multicouche entièrement connecté, un modèle simple de CNN, et le troisième modèle qui a été testé, c'est le VGG16 avec du transfer learning. Comme précédemment, je supprime les 2 derniers neurones, je n'effectue pas d'entraînement sur les neurones précédents, et je rajoute à la toute fin des couches qui vont permettre justement d'avoir cette catégorisation. Lorsqu'on fait de la classification, nous avons une fonction de perte et nous pouvons choisir laquelle utiliser. Ce que j'ai décidé de prendre, c'est la catégorie Alcance-Entropie, qui est utile pour une classification multiclasse. Et l'optimiseur, j'ai décidé de prendre le RMS propre, car il est intéressant pour des réseaux de neurones profonds. Le VGG16 est un réseau de neurones profonds, donc il est très utile pour celui-là. Et pour le early stopping, c'est-à-dire à quel moment on va considérer qu'on peut arrêter l'entraînement, j'ai décidé de prendre la validation loss, car ça va permettre d'éviter le surapprentissage. Et enfin, l'hyperparamètre qu'on va optimiser, c'est le nombre des poches. Donc, du coup, on voit ici un tableau qui récapitule un petit peu tout ce qu'on obtient après l'entraînement et les tests. Donc, du coup, ça, c'est les résultats sur la partie test. Et on voit clairement que c'est le VGG16 qui gagne, car il possède une fonction de perte à 1,33 pour une poche de 15 et un accuracy de 81%, comparé aux 2 autres qui sont à 35 et 34%. Pas trop de surprise, car le VG16 est entraîné avec 1 million d'images, les 2 autres pas forcément, donc il a une longueur d'avance. Et du coup, on va partir sur le VGG16 et le transfert de leur ligne. Donc du coup, nous avons 2 graphes qui peuvent récapituler un petit peu. 24 minutes. Hein. Comment ? On est à 24 minutes. Ok. Ouais. Du coup, nous avons 2 images qui récapitulent un petit peu ces 2 valeurs, le loss et l'accuracy, et on voit que nous avons ce que nous appelons un surapprentissage, car le train et le test ne sont pas du tout pareils. Nous avons des meilleurs scores pour le train. Du coup, ce n'est pas très intéressant pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un score identique pour les 2. Et du coup, nous allons utiliser ce que nous appelons une méthode de data augmentation. Ça va nous permettre d'éviter ce surapprentissage. Et le data augmentation, ça marche comme ça. Nous modifions tout simplement l'image de plusieurs manières et ça va permettre d'empêcher ce surapprentissage. Et on peut le voir ici, après avoir fait cette data augmentation, on a des scores qui sont équivalents entre le train et la validation. Du coup, on peut faire une comparaison VGG16 Transfer Learning et avec cette data augmentation, et on voit que la fonction de perte a été divisée quasiment par 2. On perd légèrement en accuracy, mais ce n'est pas très grave, car comme on a bien optimisé la fonction de perte, du coup, le modèle est devenu plus confiant dans ses prédictions. Donc, du coup, on peut en conclure que c'est toujours mieux de faire une data augmentation sans faire de la classification supervisée. Enfin, nous pouvons faire de la collecte de données API, c'est la dernière partie. En gros, ce que l'entreprise me demande de faire, c'est de récupérer des produits qui sont labellisés champagne, qui sont dans la catégorie champagne. Donc, du coup, dans le site,
de l'API, nous avons un snippet Python qui me permet justement de récupérer ceci. Du coup, en faisant ça, on se retrouve avec ce tableau qui récapitule un petit peu tous les produits que j'ai obtenus. J'en ai pris 10, donc on voit bien qu'on a le bon label champagne, le food content label, donc la catégorisation, etc., le nom, et les images aussi. Enfin, je vais parler vite fait des normes RGPD, car pour pouvoir faire ça, nous devons respecter ces normes. Les normes RGPD possèdent 5 normes. La licité de l'OIT transparence qui a été respectée, car le droit de récupérer ces données a été accordé par l'API, et la transparence de session a été établie lorsque je me suis inscrit. La limitation des finalités a été respectée, car le projet se concentre sur la collecte de données de certains aliments, ici champagne, et pas toutes. La minimisation de données, respectée aussi, car le filtrage des données pour ne respecter que des champs nécessaires, food label catégorie, food content label image. L'exactitude aussi respectée, car étant donné que les données ont été récupérées directement depuis l'API, on peut supposer qu'elles sont exactes. Et enfin, la limitation de la conservation. Je m'assure que ces données ne seront conservées que pour la durée du projet. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Badis. Merci pour la présentation. On va passer aux deuxième partie, questions-réponses. On va commencer par la partie de pré-traitement de texte. D'accord? Oui, bien sûr. Pour le stop words, d'accord? Tu as Ouais. utilisé quoi pour traiter les stop words? J'ai utilisé un package, mais je me souviens plus trop du nom, mais je sais qu'il y a un package qui permet de faire. NLTK? Je crois, c'est pas le NTK. NLTK, oui. NLTK, oui, c'est celui-là. Et tu as utilisé que ça ou tu as ajouté d'autres Non, j'ai pris que celui-là. D'accord. On est d'accord que le stop words, c'est quelque chose de super important sur le traitement de texte, surtout sur la méthode traditionnelle. Je ne considère pas que c'est important, vu que je les ai supprimés justement. Non, en fait, quand tu fais des nettoyages de données normales, d'accord? Les valeurs aberrantes, les données manquantes, tout ça, tu fais des pré-traitements pour améliorer la qualité de ton analyse, d'accord? Ouais. OK, les stop words, c'est les mots qui se répètent souvent. Ils ne Oui. sont pas utiles, d'accord? Qui vont Ouais. donner un bruit sur ton analyse. C'est pour ça que c'est important de le pré-filtrer pour pouvoir aller plus loin dans l'analyse. Ah oui, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je l'ai fait justement. Exactement, donc là, tu as bien fait. Mais après, ici, tu as des catégories, d'accord, dans ce projet-là. Oui. Et ton objectif, c'est qu'avec des mots, tu peux identifier les catégories. Donc, les stop words, si un mot se répète pour toutes les catégories, il est inutile et ça sert à rien en fait, c'est vraiment un stop words. Ouais. Tu vois, quand on se casse la tête, c'est un bruit qui va le faire, d'accord? Mais un stop words, qui par exemple, il sort que dans la catégorie watch, montre. Oui. Même s'il sort souvent, mais il permet d'identifier une catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois à peu près. Donc en fait, il faut que tu fasses un peu plus d'analyse sur le stop words. C'est super important, c'est un conseil que je te donne, d'accord? OK. Et tu utilises les méthodes classiques, d'accord? Le reste sur le BERT, tout ça, c'est nickel. Ce que tu as fait, c'est nickel, j'ai pas de débat. Le notebook, il est très clair, bravo pour le travail, d'accord? Merci. Pour les méthodes traditionnelles, ce que tu as fait, c'est très bien, bravo, pour le travail, d'accord? Maintenant, le SIFT, c'est quoi la différence entre le SIFT et le transfert learning? C'est quoi la part de transfert learning par rapport au SIFT, par exemple? Bah, le SIFT va juste donner des features, point. Il va pas classifier lui-même. Après, c'est à nous de voir comment on peut s'en sortir, mais le transfer learning, Il y a c'est pas. 4 ans derrière, on utilisait que presque les SIFT, hein. Comment? Il y a 3-4 ans derrière, en Ouais. réalité, tout le monde utilise les SIFT, hein. Ouais, justement, c'est très récent comme technique, le CNN, et cetera. D'accord? Parce que c'est une architecture transformance, elle date de 2017, donc oui, c'est très, très Ouais. récent. Donc, le SIFT, c'est important. Après ça, les méthodes traditionnelles, en fait, d'accord? Ouais. Et pour que le SIFT marche, il faut beaucoup de données. OK. Il faut vraiment beaucoup d'images, d'accord? Ici, il y a pas assez d'images pour faire le SIFT. C'est pour ça D'accord, OK. et après, il y a beaucoup de travail pour le SIFT, d'accord? Le CNN, ça permet en fait, c'est des modèles. Par exemple, tu prends le VGG16. Sur quelle base, d'images elle a appris, le VGG16, par exemple? Bah, sur des images de ImageNet, 1,2 Voilà. million et ouais. Exactement, exactement. Du coup, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment il y a beaucoup, beaucoup d'images sur lesquelles elle a appris, d'accord?
Ouais, Et toi, tu prends, tu vas l'adapter sur tes images à toi c'est ça. et ça, et c'est gratuit. Ouais, parce qu'ils ont fait le vrai entraînement pour nous, donc ça, Voilà. c'est parfait, quoi. Il faut bien, comprendre que c'est super important, d'accord? Mmh. Et ça aide beaucoup, d'accord? Le data augmentation, l'accuracy a baissé. Ouais, Comment tu oui, oui. Ça, j'ai remarqué aussi, oui. On a comment perdu un peu en accuracy, ouais. comment tu expliques ça? Bah, forcément, vu que fait du data augmentation, je pense que le modèle, peut-être que je suis allé un peu fort sur ma data augmentation j'ai fait des flips horizontaux, j'ai pris des rotations à 36° max, un zoom, un peu fort peut-être. Du coup, le modèle a un peu de mal à bien comprendre, à bien catégoriser nos images. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment sa fonction de perte. J'ai considéré qu'on a perdu un petit peu en accuracy, mais que la différence n'est pas trop grande. Ça va surtout être dans la consistance, parce que ce que l'entreprise recherche, c'est que voilà, on a 77%, mais qu'on l'ait quasiment tout le temps, c'est 77%. Si on a une fonction de perte qui est trop grande, c'est 80%, ok, on les a bien pour ce test-là, à l'instant T, mais peut-être qu'on va vite baisser dans une autre situation. Donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la consistance de mon modèle, même si je dois sacrifier légèrement sa, son accuracy. Est-ce que le nombre d'époques qui passe Hmm. de 15 à 28, il a un effet? C'est une bonne question. J'imagine que oui, parce que Parce que moi, j'aurais bien aimé que tu mettes les 2, tu compares les 2 avec le même nombre d'époques. ouais, d'accord. Genre, un graphe total avec, les 4 en fait. Enfin les OK, oui, je Le même nombre d'époques parce que je sais pas maintenant avec les époques, de 15 à 28, c'est pas la même chose. ah mais du coup, le nombre des poches, c'est juste un hyperparamètre. Après le modèle il est Non, entraîné et après on est plus bah, c'est un obligé de partir là-dessus. test, tu vas voir. Mmh? C'est un hyperparamètre qui est super important. Mais après, moi, je veux aussi que le nombre d'époques à 15, je trouve ça beaucoup pour un VG7. Heu, ah vous trouvez? Moi je m'y connais pas du tout là-dessus. C'est la 1re fois que je dis ça, je sais pas quelles sont les valeurs, Pourquoi tu as choisi 15? Pourquoi c'est ouais, 2, 3, 4? En fait, il faut le varier les hyperparamètres pour voir en fait, c'est des calculs derrière, d'accord? Tu ajoutes de 5 à 10, tu doubles le calcul, c'est de l'argent derrière, d'accord? ouais. Mais du coup, ça c'est justement, c'est dans l'early stopping, j'ai dû choisir un paramètre qui dit D'accord. à quel moment on s'arrête et moi j'ai décidé de prendre la fonction de perte de la validation. Personnellement, j'avais testé avec son accuracy et en fait, quand je faisais un early stopping sur l'accuracy, j'avais une grosse fonction de perte et l'accuracy était pas si bonne que ça, en fait. Elle s'arrêtait tout de suite là et en fait, j'avais testé les 2 quoi et D'accord, bah, c'est bien ce que tu as testé, que tu as regardé, c'est ça l'objectif, que je sois sûr que tu as regardé, tu as testé un peu les impacts des ouais, hyperparamètres. j'étais pas sûr, en fait, de prendre quel early stopping, donc du coup, j'en testais plusieurs et j'ai regardé à peu près, parce que ça fait en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans le test, il généralisait beaucoup moins bien si on voulait vraiment focus que sur l'accuracy. Donc du coup, je me suis rendu compte que c'est la fonction de perte vraiment qui est important, si on veut bien généraliser un modèle en général. D'accord, ça marche très bien. On va arrêter l'enregistrement, on va passer le débriefing. Ça marche.